Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Esther Duflo. Bonjour Esther, Bonjour. comment ça va? Ça va, ça va. Ça va Ça, bien. ça va bien. Alors, on a une belle émission devant nous. Tu es économiste, tu es franco-américaine et tu t'es spécialisée dans l'étude des politiques de développement et la lutte contre la pauvreté. Tes travaux t'ont valu de nombreuses récompenses, on va pas toutes les citer, mais ça va jusqu'au prix Nobel d'économie en 2019, aux côtés de ton mari et d'un collègue économiste. Tu étais alors la plus jeune lauréate de ce prix, hommes et femmes confondus, et tu es seulement la seconde femme à avoir obtenu ce prestigieux prix. Tu dis souhaiter pratiquer l'économie comme une vraie science humaine, avec une approche plus pragmatique, rigoureuse et impartiale. C'est une approche pionnière dans le domaine que tu appliques au quotidien au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, où tu enseignes. Et dans le laboratoire d'action contre la pauvreté, le JPAL, que tu diriges. Ah, tu es depuis peu la nouvelle présidente de la Paris School of Economics, qui est donc à Paris, ce qui fait que tu passes un petit peu plus de temps en France. Merci. Alors, dans les pionniers, on s'intéresse aux émotions, aux apprentissages de celles et ceux qui explorent, qui pensent le monde différemment et surtout qui veulent l'améliorer. On va donc plonger dans ton univers, on va s'intéresser à tes motivations et tenter de se mettre à ta place et vivre l'espace de cet entretien dans la peau d'Esther Duflo. On passe tout de suite à ton parcours. Alors, tu es né en 72 à Agnières-sur-Seine d'un père mathématicien et d'une mère pédiatre. Alors que tu es jeune, ta mère s'engage auprès d'ONG pour lutter contre la misère dans le monde. Elle part souvent en mission. Quelle influence ce contexte familial a-t-il eu sur ta philosophie de vie, d'après toi? Une influence tout à fait déterminante puisque justement, les voyages de ma mère, faisaient que d'une part, elle nous disait: «Oui, c'est votre contribution à, aider des enfants qui n'ont pas les mêmes vies que vous». Donc, déjà nous faire comprendre que une contribution était nécessaire, et que quelque chose pouvait être fait à notre, mesure. Et d'autre part, quand elle revenait, elle nous montrait des diapositives de ce qu'elle avait vu et nous en parlait et donc très vite, vers l'âge de 8, 9 ans, j'ai pu voir qu'il y avait des enfants qui avaient des vies extraordinairement différentes de la mienne. Donc par exemple, un de ses premiers voyages était chez les Sahraouis, heu et il y avait des photos d'enfants qui devaient marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau, pour ramener de l'eau. Il y avait aussi la question de quel était leur pays. Donc, à la fois la question politique, la question économique, la question sociale étaient, immédiatement, présentes et pas du tout éludées dans ma famille. Donc, Oui, visible, justement avec une expérience, terrain, très, très forte. Hem, alors, dans ce contexte initial, tu développes une forte capacité de travail aussi et tu mènes de brillantes études qui te mèneront très loin. Et dans l'émission, on a la chance d'avoir justement Rebecca qui nous éclaire sur ton parcours. Au lycée Henri IV, puis diplômé de l'École normale supérieure de Paris. En 1999, vous soutenez au département d'économie du MIT une thèse de doctorat consacrée à l'évaluation économique des projets de développement. Au MIT, vous rencontrez Abhijit Banerjee, votre futur mari et mentor, ainsi que Michael Kramer. Ensemble, vous développez une méthode expérimentale révolutionnant la manière d'appréhender l'évaluation des politiques de lutte contre la pauvreté, inspirée des essais cliniques. Cette approche vous conduit à recevoir conjointement le prix Nobel d'économie en 2019, faisant de vous la deuxième femme et la plus jeune lauréate de ce prix. Depuis plus de 2 décennies, vos travaux remettent en question les intuitions économiques et influencent des institutions mondiales comme les agences d'aide au développement et la Banque mondiale. Vous accumulez des distinctions prestigieuses en moins de 20 ans, du prix Helen Bennett au Genius Grant de la MacArthur Foundation, en passant par la médaille de John Bates Clark. Également professeur au MIT depuis vos 32 ans, vous co-dirigez aujourd'hui le laboratoire JPAL que vous avez cofondé, continuant à transformer l'économie du développement et de la lutte contre la pauvreté. Alors, tu as commencé par des études d'histoire et de sciences sociales. Comment tu as bifurqué vers l'économie? mais en fait, tout depuis donc ces premiers moments, j'avais, ce que j'en avais gardé, depuis mon enfance, c'est, une espèce de sentiment que j'avais une dette cosmique vis-à-vis du monde et qu'un jour, il faudrait que je fasse quelque chose pour la rembourser en essayant de l'améliorer. Donc j'avais toujours ça dans un coin de ma tête
Et la dette, elle venait du fait que tu te sentais privilégié Voilà, ou? du fait que j'étais née, dans un environnement privilégié, alors que j'aurais pu être née au Congo Mmh. ou chez les Sahraouis et donc c'était, heu et ça me rendait justiciable Mmh. de faire quelque chose, pour, rendre le monde meilleur. Mais en même temps, comme j'étais justement dans cette trajectoire bon élève, mon père était professeur, je voyais pas trop ce que je ferais à part d'être professeur. Mmh. Et comme discipline académique, ce qui m'avait toujours vraiment énormément intéressée, c'est l'histoire, hein, depuis un plus jeune âge. Donc assez naturellement, je suis allée en classe préparatoire, la classe préparatoire heureusement était encore très très variée. Il y avait encore des maths, il y avait des sciences sociales et cetera et puis je me préparais à faire de l'histoire à l'école normale, mais j'avais quand même un doute, hem qui était, enfin un double doute. Le premier doute, c'est pas sûr que ce soit très utile, pour, ma Oui, dette parce que l'histoire, cosmique. ça regarde dans le passé par Voilà, définition, c'est donc utile aussi, mais ça reste très utile de comprendre le passé pour, se préparer pour l'avenir, mais c'est un peu plus indirect peut-être que ce que je souhaitais et d'autre part, je me disais: «Si j'ai voulu faire quelque chose toute ma vie, j'ai probablement pas énormément réfléchi, donc il vaut mieux quand même que je fasse autre chose». Et donc j'avais cette idée, que je ferais autre chose et là, j'ai rencontré donc, pour la première fois, Daniel Cohen qui était professeur d'économie à l'École normale supérieure, qui était un homme, extraordinairement, charismatique et qui dès ma première rencontre, mais littéralement le jour des résultats, m'a dit: «Écoutez, il faut absolument que vous fassiez de l'économie, de toute façon, c'est un complément formidable avec l'histoire et voilà, peut-être qu'après vous ferez de l'histoire, mais il vous faut» et il était tellement convaincant que avec finalement très, très peu d'expérience de l'économie après une classe préparatoire où les sciences sociales sont un mix en fait de sociologie, économie, anthropologie. Je me suis dit: «Allez, je vais faire de l'économie». comme le disait, Rebecca, tu rencontres au MIT, Abhijit Banerjee qui devient ton mari et Michael, Kremer. Alors comment ça ressemble à quoi une journée de travail, là on vous voit sur les photos, tous les 3 ensemble. Ça ressemble à quoi une journée de travail, de la vie d'un futur prix Nobel d'économie? Juste pour qu'on se projette. Ah, ça dépend à quel point dans le futur. Si c'est, si c'est la vie d'un professeur, finalement c'est pas très excitant, d'un jour à l'autre, hein. C'est d'aller au travail, Mais quand on a un prix à d'écrire des 3, c'est qu'on papiers. a réfléchi à 3 quand même sur des sujets, Alors, oui, effectivement, c'est-à-dire le prix à 3, ça récompensait. Peut-être c'est en ça que notre, trajectoire est un peu différente de celle de beaucoup d'autres, d'académiques et peut-être, ce qui me justifie ma présence ici aujourd'hui. C'est que le prix Nobel et on l'a dit, hein, tous les 3 le jour où de l'annonce, dans la première re conférence de presse et c'était très profond pour nous. C'était un prix pour un mouvement, c'était pas un prix pour nous 3. Moi, je pense en mmh. toute honnêteté que si un martien venait et enlevait tous les articles sur lesquels il y a mon nom, en économie, il resterait quand même, largement de Oui, bah, quoi, c'est comme ça qu'on marque justifier l'histoire aussi, c'est-à-dire le qu'en faisant des vrais changements, mais qui sont toujours poussés quand même par des gens. Il faut bien qu'il y ait des personnes pour les pousser, les mouvements. et donc ce mouvement, c'est le mouvement des expériences aléatoires, en économie. On va peut-être en parler un petit peu Oui, plus de ce que c'est. Mais ce qui est important pour ce point de vue institutionnel, c'est que ça demande, des moyens, ça demande beaucoup de gens, ça demande et puis surtout c'était très nouveau et ça demande de travailler sur le terrain et en fait, ce qu'on a réussi à faire à 3 et vraiment Abhijit et moi en fondant Poverty Action Lab et Michael, séparément, sur un travail institutionnel aussi très poussé, par exemple au sein de USAID, l'agence, américaine pour le développement, c'est de créer les conditions qui permettent à un grand nombre de gens, de se lancer dans des expériences, comme ça, dans du travail sur le terrain. D'abord un grand nombre d'étudiants aux États-Unis, puis en Europe, puis aujourd'hui, ce qui est l'étape suivante, dans l'ensemble du monde, des universitaires, des étudiants qui soient, où qu'ils soient, aujourd'hui dans le monde, peuvent se lancer dans ces projets-là. tu es allé jusqu'à conseiller Barack Obama. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? C'est organisé comment? Est-ce que tu as eu l'impression de pouvoir, quelque part, avoir un effet concret, sur les politiques qui sont prises ensuite? Est-ce que
C'est écouté mais pas appliqué? Comment ça se passe? Sur le moment, je dois avouer que j'étais très, enfin pas très déçue parce que j'avais pas forcément des attentes formidables, mais un peu déçue disons que de l'expérience de conseiller Barack Obama. Mais après coup, en fait, ça a eu des effets, plus, plus long terme, que j'ai mis plus longtemps pour apprécier. En fait, quand on est à ce niveau de conseil, il se passe, et sans être, complètement dans la mécanique gouvernementale, c'est très difficile d'être on peut être entendu, mais on peut pas vraiment être écouté. Enfin, j'en ai pas conçu une passion, pour participer à ce genre de conseil. Là où, j'ai beaucoup plus, d'impact, à la fois personnellement et aussi avec la création de JPAL, c'est à des niveaux politiques un tout petit peu plus bas, enfin nettement plus bas, en travaillant avec des gens qui sont vraiment en train de mettre sur pied une politique. Bon, ils ont vraiment quelque chose à faire de spécifique, Concret. ils ont quelque chose à faire de concret et ils ont besoin d'aide pour que ça marche. Et il y a tellement d'incertitudes sur on fait comme ci ou on fait comme ça que les possibilités justement d'AB testing sont infinies et que donc il y a beaucoup de on peut apporter énormément dans ce travail-là à la qualité du projet et du coup, ça devient en fait une collaboration qui est extrêmement utile, par opposition à une photo avec le président, un Oui. rapport qui est lu ou pas lu, Mmh. Ça c'est et disons des clashs de priorités. et alors et donc par la suite, donc vous obtenez le prix Nobel. Alors c'est une consécration évidemment, mais comment on s'en sert d'un prix Nobel? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment tu t'en sers toi? Est-ce que ça te permet justement de débloquer des moyens additionnels pour, tes recherches? Est-ce que ça te permet de recruter aussi évidemment, d'attirer plus de talents, dans tes équipes? Enfin j'imagine un peu tout ça, mais est-ce que tu as vu un changement entre avant, après? Alors c'est clair que ça change d'échelle, c'est-à-dire, pas tellement pour les talents parce que je dois avouer qu'on a Vous êtes une déjà value assez attractif. proposition, voilà, on n'a jamais vraiment eu de problème, pour attirer les jeunes, Ce qu'on propose, en fait, c'est des expériences que d'aller sur le terrain, de travailler à des travaux scientifiques, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça Mmh. et moi-même, j'aurais adoré faire ça. Donc on n'a pas trop de mal à recruter. Mais par contre, là où ça change vraiment, c'est que tout d'un coup, ça donne vraiment un mégaphone, sur, la possibilité justement d'entrer en contact avec des décideurs politiques, très, très facilement. Alors après, il faut quand même avoir quelque chose à leur proposer Oui, évidemment, oui. mais ça ouvre des portes, Mmh. et ça sert un peu de catalyseur. C'est-à-dire maintenant, je me suis rendu compte, par exemple, que quand je me déplace quelque part, si je vais quelque part, il se passe beaucoup de choses en a Oui. pour, en attendant mon arrivée, disons. Et donc on arrive à faire des choses, Tu as que même ouvert les portes de l'émission Les Pionniers, voilà, j'imagine? exactement. Incroyable. Des choses qu'on n'arrivait pas Bah forcément non, à faire avant. forcément. Voilà. Non, mais très bien, parfait. Alors, merci pour on va passer, à, la seconde partie de l'émission, et rentrer dans, eh bien, ce problème universel qui est la pauvreté et voir, comment on l'aborde. Ton domaine à toi, c'est l'étude de la pauvreté, Rebecca. Et en plus, vous l'expliquez brillamment aux enfants et aux adultes. Un projet qui vous tient particulièrement à cœur puisque vous avez toujours voulu écrire pour les enfants. Après avoir publié Repenser la pauvreté avec votre mari, vous aviez l'envie de le rédiger pour les enfants. Vous dites que le pouvoir de l'histoire et du récit pour convaincre est souvent plus parlant que les chiffres. Il y a dans vos ouvrages beaucoup d'anecdotes inspirées de gens réels. Alors que dans le monde, 356 millions d'enfants vivent dans la grande pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1,70 € par jour. Vous insistez sur la nécessité d'aborder la pauvreté non seulement comme un problème économique, mais aussi comme un enjeu social et éducatif. Vous avez alors publié une série d'albums destinés aux enfants pour expliquer cela aux petits entre 5 et 8 ans. Alors, on dirait que tu passes, à l'échelle ton expérience d'enfant à toi, par ce projet-là. Alors, on aura peut-être 10 000 Esther Duflo, d'ici, à la prochaine génération. Alors, comment est-ce qu'on explique la pauvreté aux enfants?
Bah, d'abord, pourquoi? Et c'est exactement ça, c'est vraiment essayer Oui. justement parce que ces souvenirs d'enfants qui ont été complètement constitutionnels de mon expérience. Il y a, cette expérience de ma mère, mais il y a aussi l'expérience de quelques livres et d'une part que j'ai pu voir à quel point ils m'ont marqué et d'autre part en y repensant à quel point ils véhiculaient, toutes sortes de stéréotypes, et donc en fait j'avais vraiment envie, d'une part qu'il y ait des livres sur la pauvreté, à destination des enfants et d'autre part que ce soit qu'ils soient meilleurs que ce qui existait, de mon temps. Alors, comment on en parle? Comment on doit en parler? En évitant justement, les stéréotypes, les idées trop simples. Quand on regarde la manière dont la pauvreté est présentée aux enfants dans la littérature jeunesse, c'est souvent un peu misérabiliste, avec des tons pastels et des histoires tristes. Le rôle des enfants aussi, soit, ils sont des victimes, soit ils sont des super-héros et aucune des subtilités du fait que, voilà, les enfants pauvres, bah, ils ont des problèmes qui sont très différents des enfants riches, puis ils ont des problèmes qui semblent les mêmes aussi. Ils ont du mal à l'école, pas seulement parce que, ils ont pas beaucoup d'argent, mais aussi parce que, bah, à l'école, des fois, c'est embêtant. Voilà. Oui, il y a beaucoup il y a beaucoup d'enfants partout, qui qui ont du mal avec l'école. Est-ce que tu trouves qu'on lutte, suffisamment bien contre la pauvreté aujourd'hui? Il y a eu des améliorations quand même, on ne peut pas nier sur le dernier siècle, dernier demi-siècle. Comment on chiffre d'ailleurs les améliorations face à la pauvreté Bah, selon sur les 30 dernières années, il y a eu une diminution par 2 du nombre de gens qui vivent dans la pauvreté extrême avec un chiffre, avec un seuil de pauvreté, gardé constant. Donc c'est énorme, hein, alors même qu'il y a plus de gens dans le monde. Donc Mmh. rien que sur les 30 dernières années, il y a eu énormément de progrès. Si on regarde sur l'ensemble du siècle, encore plus. Il reste aujourd'hui, 750 millions de personnes qui vivent avec moins d'à peu près, 2 dollars par jour et par personne. Malheureusement, les progrès se sont arrêtés avec le covid et la crise du covid a été suivie d'une série de crises, donc un peu des coups de boutoir à répétition. Donc malheureusement, les progrès se sont arrêtés. J'espère que c'est Si on conjoncturel. voulait redémarrer, on sait ce qu'il faut faire? Ou est-ce que tu crois qu'on sait ce qu'on veut par rapport à la pauvreté ou bien Écoute, on pour ce qui concerne la pauvreté extrême, c'est-à-dire les gens qui vivent avec moins de dollars ou même les gens encore plus pauvres que ça, qui vivent avec moins de 1 dollar par jour et par personne, en fait, on sait, quoi faire et c'est même pas si compliqué que ça. Il y a un programme, par exemple, dont on parle dans un des livres, celui sur Bibir, et la fausse sorcière où justement il y a une dame qui vit dans la pauvreté extrême et elle est, parce qu'elle vit dans la pauvreté extrême, elle vit un petit peu à l'autre coin du village, elle parle pas bien, elle est tout le monde en a peur et en fait, c'est justement les préjugés des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. On essaye on fait des films sur eux en disant, en fait, c'est eux qui sont pas comme nous, ils essayent pas, ils sont paresseux et cetera et il y a une ONG du Bangladesh, BRAC, qui a conçu un programme qui s'appelle le Graduation Programme et graduation, c'est diplômer, en fait. mmh, Donc leur idée, c'est de diplômer les gens qui sortent de la pauvreté et ce qu'ils ont, c'est un programme, où ils donnent, un, un bien productif, aux plus pauvres des pauvres. Ça peut être 2 vaches, ça peut être 4 chèvres, ça peut être une machine à coudre et ils les soutiennent pendant un moment. C'est pas un prêt, c'est un don. Et ils les soutiennent pendant 2 ans. Si c'est une vache, ils vaccinent la vache, ils leur apprennent à épargner et s'ils savent pas lire, ils leur apprennent à lire et cetera et au bout de 2 ans, c'est fini. Le programme s'arrête et on a pu, évaluer ce programme justement avec la méthode des essais cliniques, d'abord au Bangladesh, puis, dans 7 autres pays, y compris en Inde où maintenant on a suivi les ménages pendant 10 ans, pendant plus de 10 ans. On va faire la 15e année, cet été et ce qu'on voit, c'est que les gens, grâce à ce programme, sortent de la pauvreté, dans toutes les dimensions, ils vont mieux. ouais, c'est un Sont catalyseur, c'est C'est un l'étincelle quoi catalyseur, qui voilà permet et de passer à la suite. en termes de taux de rendement social, parce qu'évidemment, ils remboursent pas, mais en Mmh. termes de taux de rendement social, c'est fabuleux. Ouais, c'est C'est-à-dire transformatif pour c'est la vie de absolument tous les jours. transformatif. Ils gagnent beaucoup plus en revenus, supplémentaires sur les 10 ans, les 15 ans qui suivent que n'a été dépensé en soutien initial et ça, maintenant, ce programme-là, on sait le faire non seulement à petite échelle, mais aussi à grande échelle. Par exemple, dans l'état du Bihar en Inde, il y a déjà 200 000 familles qui ont été touchées via, le programme du gouvernement. Donc c'est un programme qu'on sait faire, qui est efficace et qui peut passer à l'échelle. Donc oui, on sait ce qu'on fait aujourd'hui, si on voulait,
on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait plus personne, des 400 millions de familles qui vivent dans la pauvreté extrême, on pourrait complètement éliminer cela. Et il est temps pour nous de passer à la séquence suivante, le Quizella. Alors, la séquence Quizella, c'est très simple. Je te donne les règles, je pose des questions et tu y réponds et on fait tout cela de la manière la plus rapide possible. J'enchaîne les questions. C'est parti. T'es prête? Enseigner ou écrire? Enseigner, Réforme graduelle ou changements radicaux? réforme graduelle. Travail seul ou en équipe? En équipe, Croissance ou décroissance? croissance pour tous les pays pauvres. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi, d'après toi? De la politique peut-être? De la politique. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi? C'est, de mettre un pas devant l'autre, sans se dire, «Ah le problème est trop grand, je n'y arriverai jamais». Parfait, tous pionniers. Alors l'émission touche à sa fin, on va se quitter en écoutant, une musique qui te parle. Alors j'ai compris que dans ton monde, il y a, les cantates de Bach et Leonard Cohen, notamment. Alors on a choisi Alléluia de Leonard Cohen, chanson très célèbre qui a été reprise, par de nombreux artistes, dont Jeff Buckley. Qu'est-ce qui te plaît dans cette musique? Il suffit de l'écouter, c'est formidable. C'est juste c'est beau, je ne peux même pas en parler. Bach, je pourrais en parler à un niveau plus analytique, mais Leonard Cohen, c'est juste, Et voilà, c'est le plus beau quand il y a on ne sait pas donner d'explication. C'est justement ce qui rend la musique magique. Alors merci beaucoup de nous avoir fait, entrer dans ton monde, de nous avoir partagé tes passions et tes apprentissages de pionnière, Esther. Merci beaucoup. merci à toi et merci à tous les auditeurs et les auditrices.